rendez-vous chez Emmanuel Todd. J'espère que je vais pouvoir en placer une. Puis que je vais pas décrocher parce que des fois quand je l'entends à la télé, il parle et puis à un moment je décroche et je comprends plus rien. Donc là il va falloir que je me concentre, que je reste concentrée. C'est chic. Bonjour, c'est le matin. Enfin, c'est déjà le matin, on est un peu avancé. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous vous levez? Qu'est-ce que vous écoutez comme radio? Qu'est-ce que vous regardez comme journal? Alors, je n'écoute pas la radio, C'est vrai? même si d'autres ici écoutent la radio et France Culture tourne le matin. Donc, de temps en temps, j'entends dans le fond la voix de Voynet. Et puis, ben, quelquefois, je viens si c'est un truc intéressant ou pas. Mais moi, personnellement, j'utilise absolument pas j'écoute absolument pas la radio. Et donc, ce que je fais le matin, c'est que je me mets sur cet objet et je regarde. Ça, c'est tout à fait rituel. Les sites internet de deux journaux anglais, le Télégraphe, D'accord. donc le grand journal réac anglais. C'est le premier que vous regardez? Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est une habitude que j'ai prise quand j'étais tout petit à Cambridge. Tout petit? Oui, enfin, quand j'étais étudiant. Et donc, on avait dans la salle commune, là, on avait les journaux. Et en fait, je lisais, pas pareil, je regardais hein, le Télégraphe, et puis l'autre, le Guardian, qui est le journal de centre-gauche, qui serait plus l'équivalent du Monde. En gros, en France, ça serait Figaro, Le Monde. Mais évidemment, le Télégraphe est un très bon journal, alors que le Figaro est un torchon. Donc, c'est pas pareil. Je veux dire, ils ont... alors, comment dire, je pense qu'à l'époque, je le regardais parce que c'est, étant moi-même de gauche, c'est plus simple si on est français d'observer la droite anglaise que la gauche anglaise. Parce que la droite, c'est la droite. On est loin de toute façon. Hein. Alors que si on est de gauche, on éprouve l'espèce de désorientation qui vient du fait que la gauche française et la gauche anglaise sont assez différentes. D'accord. Donc il y a en gros, le Guardian est vachement plus sympa quand même. En plus, c'est un journal assez francophile, le Guardian. Mais quand même, avec la droite, où qu'elle soit, on sait où on est. C'est un bon point de repère. C'est pas mal. Voilà. Mais... Alors, il y a aussi un truc, c'est qu'actuellement, ils ont un excellent commentateur économique, qui est Ambrose Evans Pritchard, qui est le fils du grand anthropologue Evans Pritchard. Et ses analyses sur l'Europe, sur l'euro sont vraiment très très bien. Donc j'ai des raisons techniques actuellement. Mais je le fais tout le temps. D'accord. Et puis ensuite, je regarde un peu le site du Monde, vite Quand fait. même. Et puis voilà. Mais honnêtement, c'est rare. Les articles que je lis en entier sont sur les journaux anglais. C'est très très rare que je lise même sur ça un article en entier. Je n'exprime aucun mépris. C'est des habitudes de lecture. Mais vous achetez jamais un journal papier? Ça peut m'arriver si je cherche spécialement quelque chose dedans, si j'ai vu qu'il y avait de l'interview de tel ou tel type ou tel sujet dans les pages, dans le supplément économique du Monde, quand j'en ai besoin pour constituer un dossier, donc je l'achète, puis ensuite je perds le journal, le dossier n'est pas constitué, mais je peux acheter, j'ai pas d'objection au fait d'acheter les journaux, c'est important les journaux. Ouais. Et puis je vois bien que, je veux dire, ça n'est pas parce que on n'achète pas soi-même les journaux, ou même qu'on ne les lit pas, ça n'empêche pas de reconnaître que l'existence de cette base écrite est essentielle au fonctionnement du système. C'est-à-dire que si cette base écrite n'existait pas, le monde entier deviendrait fou. Donc, quoique lisant peu les journaux, je les soutiens moralement. Bravo. Voilà. Mais parce que vous parlez souvent, je sais pas, là, votre dernière cible, enfin pas la dernière, mais une des dernières, c'est Apathie. Or Apathie, il faut l'écouter ou le lire sur son blog ou le regarder à la télé. Ah non, mais Apathie, moi je l'ai vu opérer, sur le plateau de Canal+. Ah donc vous regardez. Ah oui, ça, j'ai pas dit que je regardais pas la télévision. oui, pardon, J'ai dit que je ne regardais pas la radio. Vous n'écoutiez pas la radio, Voilà. d'accord. Ouais, Mais ouais. donc, mais Canal+, alors, honnêtement, j'ai atteint sans doute un point de saturation. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, ça a fini par... Ça me fait chier, en fait. Ouais. Genre leur numéro. Bon. Mais pendant de longues années,
je trouvais ça rigolo, le Grand Journal, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Voilà, je trouvais ça rigolo. Alors, moi, personnellement, quand on m'invite, je refuse d'y aller. Ah bon? Oui, absolument, tout à fait. Parce que Vous voulez dire, vous faites la chochotte, vous n'y allez pas? je fais la chochotte, mais pas pour les mêmes raisons que vous. C'est Oui, parce vous n'y que allez pas. je trouve que le spectacle est assez rigolo, mais en fait, tous les invités sont plus ou moins transformés en personnages des Guignols. Il n'y a pas que les Guignols, en fait, à Canal+. Les Guignols. Et en fait, les journalistes sont vraiment les stars. Et pourquoi pas d'ailleurs, c'est très bien. Moi, ça ne me gêne pas de le regarder. C'est juste, je ne veux pas être l'un des Guignols qui viennent. D'accord. Et alors, donc en fait, je ne savais plus comment me défiler. J'ai pas des tonnes de demandes comme ça. Mais donc, dans un premier temps, je disais ça, en fait. Vous leur disiez, je veux pas disais, être je veux Guignol? pas, je trouve ça très bien, je le regarde avec plaisir, ce qui à l'époque était vrai. Et puis à la fin, comme ça a continué, puis à la fin, comme ça va, j'ai dit maintenant, bah, écoutez, je viendrai quand vous aurez viré Apathy. Parce que lui me donne des boutons, etc. Je veux dire, ça devait être entre deux des agressions. Voilà, donc j'ai des rapports. Je ne le connais pas, je m'en fous d'Apathy. Je veux dire, c'est simplement, je trouve, c'est ce qu'on appelle un idiot utile. C'est un type qui ne comprend rien à l'économie, qui raconte des âneries avec un air satisfait. Et peut-être mon attachement au Midi me le rend antipathique, parce que je vois bien comment il utilise son accent du Midi pour avoir l'air original, alors qu'en fait, il est totalement creux. Donc mon amour du Midi est choqué. Ce qu'il fait au Midi est quand même difficile à accepter. D'accord. Mais quand même, pour revenir sur le ton de Canal+, je crois que d'ailleurs c'est un sujet de débat qui existe maintenant en France et qui d'ailleurs, curieusement, a ses contreparties en Angleterre. J'ai vu, à force de suivre la presse anglaise. Ah bon? Et donc, le problème de ces humoristes, de ces gens qui sont cruels et qui sont dans une sorte de dérision permanente, qui, à un moment donné, pouvaient paraître comme des contestataires du système et qui, à la longue, commencent à être perçus comme faisant partie de ce qui détruit la capacité d'action politique, à tout tourner en dérision. C'est probablement ça m'amuse moins. Et puis la situation, puis le niveau de vie a commencé à baisser, ça devient vraiment moins drôle. Enfin, il n'y a plus de quoi rire. Le petit journal compris. Ah oui, tout à fait, j'en ai marre, ça m'intéresse plus. Le mec, comment il s'appelle, le type qui est très bon? Il est très bon, en fait, en lui-même. Il est très bon. Au début, vraiment, je me marrais. En fait, maintenant, ça m'ennuie. J'avais lu un papier sur la revanche du premier degré, justement, sur le fait qu'avec l'apparition de mouvements comme Occupy Wall Street, les indignés, etc., on recommençait à voir fleurir des slogans, de parler de riches, de pauvres, machin, c'est ça, ce qui ne marchait plus. C'est beaucoup plus intéressant, en fait, c'est beaucoup plus intéressant, je dirais beaucoup plus fort émotionnellement que les ricanements sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment... bon. D'accord, ça ne vous intéresse plus. Ok, très bien. Voilà. Il y en a un autre, alors je ne sais pas, vous regardez des blogs ou des blogs, c'est ça, de journalistes économiques, de journalistes... J'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc que je dis, que je lis extrêmement fréquemment, et où je lis des papiers, mais en fait j'ai oublié de le dire parce que c'est trop proche. C'est le site internet de Marianne, qui est dirigé par mon copain Philippe Cohen. D'accord. Et donc il y a tout, là-dessus, il y a tout le temps des trucs qui m'intéressent. Mais il y a un truc pourquoi c'est trop proche? Parce que c'est un votre pote. copain? C'est un pote. Donc et donc je sais pas. Si c'était pas votre pote, vous liriez pas? Non. C'est aussi mon pote. On est devenus copains pour des raisons, je dirais, d'affinité idéologique et de perception de l'événement. Donc c'est juste, c'est le truc dont je suis proche. D'accord. Vous le lisez sur Internet ou vous l'achetez? Non, puisque c'est le site Internet. Je parle de marianne2.fr. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Et oui, donc il y a des blogs, je sais pas, de journalistes, par exemple, le blog de Quatremer sur Libération, ça vous... Ça, je vais tomber. Je veux dire, quand il me décerne l'Audiard d'or, etc., je vais le trouver parce que, comme beaucoup de chercheurs solitaires et qui s'ennuient, de temps en temps,
je mets mon nom sur Google pour voir ce qu'on raconte sur moi. Vous googlisez? Je me Google Ah ouais? comme tout le monde, si j'ose dire. Hein, bon. Et donc je vais tomber sur... et donc je vais lire. Mais je veux dire, l'idée de lire le blog de Quatremer, indépendamment de ce qu'il dit de moi, ne me serait jamais C'est venue. vrai? Parce que si, vous voyez, c'est... Pourtant, il y a des... Enfin, comment dire, c'est comme lire le Télégraphe ou le Figaro de temps en temps. Vous pouvez, enfin, juste pour Non. sentir l'air du temps ou le, Non, ou le je veux truc. dire, Non, non, jamais. non, mais de toute façon, on peut pas... Je ne peux pas commencer à critiquer quelque chose que je ne lis pas, ça serait injuste. Ça serait injuste et méthodologiquement douteux. Mais non, mais moi, écoutez, je ne sais pas, c'est justifié, non justifié. Ce dont je suis sûr, c'est important d'avoir une information décalée par rapport au système. C'est-à-dire qu'à la fois décalée, et puis peut-être je vais quand même dire comment je m'informe, parce que c'est clair que c'est pas que les articles de presse sont pas absolument, c'est pas capital pour moi. Mais je trouve que c'est donc les deux défauts de l'information. J'ai pas dit que les gens faisaient mal leur travail. Je veux dire, moi je fais beaucoup d'entretiens avec des journalistes en France et qui sont à un niveau de compétence très très élevé. C'est vraiment rarissime. Exemple. Non, mais je ne vais pas donner des heures. Ouais. J'ai fait des centaines d'entretiens et le niveau de compétence, la faculté qu'ont les journalistes français de mettre en forme, de tirer des idées, etc., est à très haut niveau. Enfin, vous voyez, donc je ne suis pas du tout en train de... voilà. Mais pour ce qui est des papiers d'analyse, de commentaires, c'est pas, je sais pas comment dire. Pour moi, je suis historien de métier, et donc mon avantage compétitif dans la production de livres ou d'idées ou d'interprétations, il vient du fait que je ne suis pas le nez dans le guidon du court terme. Et donc je sais a priori. D'abord, en fait, il ne se passe pas un truc important par jour. Hein? Alors, juste un exemple. Demain, on va voter le mécanisme européen de stabilité financière, là, le MESF, je ne sais plus s'il y a le F à la fin. Là, donc c'est quelque chose d'important. Mais là, le résultat va arriver spontanément par 5 voies différentes. Ouais. Peut-être je ramasserai le résultat à la télévision, aux infos. Il y a un truc aussi que je ne dis pas, je suis malhonnête, c'est-à-dire que quand même quand on se balade dans la rue, les journaux sont dans les kiosques, donc je regarde les premières pages. D'accord. Vous voyez, donc s'il y a quelque chose, en général les trucs apparaissent en première page, donc je serai informé, il n'y a pas de problème. Je ne sais même pas comment, ou un copain me le dira, et puis j'irai voir comment les socialistes ont voté. Quand même. Oui, bien sûr. Mais là, j'ai la question avant. Oui, tout à fait, oui. Et vous savez à peu près comment ils vont voter? Vous savez qu'ils ont l'intention de s'abstenir? Là, actuellement, je suis en situation de savoir qu'ils ont l'intention de s'abstenir. Et comment vous l'avez su? Ma compagne me l'a dit. D'accord. Très bien. Non, mais je sais pas, il y avait dans le Libé ce matin, il y avait une tribune de Mélenchon qui expliquait pourquoi il fallait absolument pas voter. Et 2 pages plus loin, il y avait Cohn-Bendit qui était. Qu'est-ce qu'il dit, Cohn-Bendit? Ah bah voilà, il est outré de la position lâche et hypocrite des socialistes qui. Non, mais vous voyez, tout ça est très intéressant. Alors, l'opinion, je veux dire. Tous ces gens ont des histoires, je veux dire, c'est très... Il y a un énorme élément de prévisibilité dans tout ça. Donc, en fait, Mélenchon, on peut prévoir, c'est à peine... Il faut toujours faire une petite vérif pour savoir ce qu'il dit. Hein. Bon, alors, je dirais que pour Cohn-Bendit, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en gros, il est stable dans la connerie. Hein. Disons que... Mais il est capable d'oscillations brutales par rapport à son axe central de conneries. Et puis de toute façon, il n'a aucune influence sur les événements. C'est une sorte de... Il fait partie des... Je sais pas, c'est pom-pom girl de l'européisme. Voilà. Par contre, ce que fait le groupe socialiste à l'Assemblée nationale est très important. Donc en fait, on ne peut pas regarder... ok, d'accord. Non, voilà, mais tout ça... Et ce que fait le vote socialiste, c'est très important. À l'intérieur de quelque chose dont on doit sentir le développement
sur des semaines, des mois, des années, c'est le retour. La question pour moi, c'est pas le M comme vous dites là, c'est le retour de l'Allemagne comme le problème numéro 1 de l'Europe, qui est une problématique historique lourde qui renvoie à la politique économique menée par l'Allemagne depuis la création de l'euro, et au-delà de tout ça, à toute l'histoire de l'Allemagne depuis au minimum le début du siècle, et sans doute, et jusqu'à Luther, si vous voulez. Très bien. Mais voilà. du coup, vous n'allez pas aller. Et par contre, ce qui m'a intéressé, dans. Moi, je lis des livres. Hein, oui, j'avais bien compris. Donc... Vous voulez qu'on regarde vos livres? Non, mais je voulais d'abord épuiser le sujet-là, et puis après, on passerait au livre. Ouais. Mais pour moi, par exemple. Ce qui vous a intéressé, là, vous alliez montrer un livre. Non, pas du tout. Non, mais là, j'étais là, en fait, je suis reparti dans une réflexion sur l'Allemagne en général. Ouais. Donc, je cherche à m'informer sur l'Allemagne. Donc, et j'essaie de. Venant d'une attitude où j'étais devenu assez pro-allemand, en fait. Si on regarde ce bouquin que j'avais écrit sur les États-Unis, après l'Empire, qui était censé être très anti-américain, on a pu dire. C'était un bouquin pro-allemand. Très sur l'Allemagne, c'est extrêmement positif. Et j'avais vraiment voulu me raconter que l'Allemagne était devenue un pays hyper sympa, une magnifique démocratie comme toutes les autres. J'avais réussi à me chauffer. On appelle ça dans la famille se soulever par ses lacets de souliers. Vous savez, vous soulevez vos lacets de souliers, vous échappez à la gravitation universelle. Voilà. Voilà. Non, c'est familial. Et voilà. Et puis là, je veux dire, quand je vois ce qui se passe, quand je vois ce qu'on est censé imposer à la Grèce, quand je vois le néo-vichisme de l'UMP, ce truc, voilà, je me dis, ah non, l'Allemagne comme ça. Et puis quand je lis dans des livres, je veux dire, j'ai lu, par exemple, ce que j'ai lu récemment, je ne sais plus ce qui est passé, je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Donc ça, j'ai lu ça. Ah oui, vous l'avez lu, ça c'est un livre qui vient de sortir, de journaliste. Ouais. J'ai fait un papier qui est Vous l'avez acheté ou Non, on me l'a envoyé. Non, voilà. Vous avez fait un papier là-dessus, pourquoi? Parce que j'attendais. Ça, c'est un livre dont j'attendais la sortie. Parce que je connais de Loire, et il m'avait parlé de ce projet, et tout du long, je lui disais, envoie-moi les épreuves dès que tu les as. Et c'est moi qui lui ai demandé de faire un papier. Enfin, j'étais hyper motivé, en fait, vraiment. Et dedans, on trouve des trucs inouïs. Et dedans, par exemple, il y a on trouve un truc incroyable d'Angela Merkel, d'après notre retrouvé dans des conseils européens, croyant que l'équilibre budgétaire devrait être l'un des droits de l'homme. Et donc, je me suis dit, mais attention, l'Allemagne est-elle toujours... Est-ce que mon hypothèse sur l'Allemagne, démocratie sympa comme nous, c'est toujours vrai? Donc, voilà. Et alors, par exemple, lui, dans son bouquin, il parle beaucoup de la conférence trilatérale. La trilatérale, oui. La trilatérale du groupe Bilderberg. Oui. Tout ça. Et tout le monde l'accuse de complotisme. Mais voilà. Et alors, moi, personnellement, j'en avais entendu parler sur des sombres sites, voilà, justement, qu'on qualifie de complotistes, etc., des vidéos un peu bizarres. Oui, mais je connais, j'ai été confronté à tout ça, je pourrais donner des noms de gens... de gens qui m'avaient parlé de ça. Et je pense que j'étais ras-le-bol. Et ça vous arrive d'aller sur ce genre de site, par exemple? Jamais, jamais. Il y en a un où vous êtes, c'est souvent cité, qui s'appelle Égalité et Réconciliation. C'est le site de je le trouverai. Pour moi, c'est comme Quatre mers. D'accord. Donc je le trouverai, je vois ça. Et voilà. Mais c'est ce même site où on parle de Bilderberg, la trilatérale, etc. Ouais. Enfin voilà. Donc, oui, mais là, je veux dire, où ils en parlaient 5 ans avant de Loire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais l'important, si vous voulez, c'est l'un des problèmes, je dirais, qu'on va voir dans l'analyse historique, c'est cette espèce d'ambiance. C'est intéressant comme le débat sur le complotisme est en train de monter, en fait. On voit que ça devient... Et alors moi, j'ai une interprétation là-dessus. C'est que on vivait en système démocratique et le propre des systèmes démocratiques est d'être très explicite dans leurs règles de fonctionnement. C'est-à-dire il y a des élections, il y a des procédures, il y a des assemblées, il y a des modes de désignation de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y a des règles explicites pour convertir la souveraineté théorique du peuple, je veux dire, en système, mécanisme de pouvoir qui fonctionne avec des commandements, des légitimités, etc. Et bien entendu, quand
tous les autres systèmes, tous les systèmes tyranniques, les systèmes monarchiques, les systèmes totalitaires, les systèmes oligarchiques, sont au contraire, par définition, qui concentrent le pouvoir sur un homme ou un petit groupe d'hommes, sont en fait très obscurs dans leur fonctionnement, parce que, bien entendu, aucun homme ou aucun petit groupe d'hommes ne peut concentrer la totalité du pouvoir. Donc les systèmes tyranniques ou oligarchiques sont par définition des espèces de mécaniques bizarroïdes avec des procédures opaques. Et en fait, ce sont des systèmes qui complotent. En fait, vous voyez. Et donc là, on est dans un moment historique très particulier où c'est vrai qu'avant, on avait quelques complotistes fous qui disaient des trucs sur certains machins qui n'avaient pas grande importance. Mais comme on est dans un truc de... Je veux dire, si les gens votent non à un référendum, maintenant, il y a un système qui fait qu'on fait un traité après où le truc est annulé. Donc, comme on est dans un mécanisme de complot des élites, il y a un complot. Ouais. C'est le problème, c'est même les paranoïaques ont des ennemis, en fait. Oui. Ouais. Et donc on entre dans un système où, effectivement, il y avait des groupes, des machins, ça n'avait pas d'importance, avec des complotistes un peu paranoïaques. Et puis là, on est confronté à une évolution sociologique qui implique l'existence d'une action spécifique de certaines élites dans un certain sens, de subversion des institutions démocratiques. Donc, en un sens sociologique, il y a un complot à analyser. Vous voyez, les mécanismes, toutes ces histoires autour de la banque, de l'euro, de la subversion, je veux dire, de la souveraineté populaire en Grèce, etc., tout ça, ça correspond à des fonctionnements. Et ce qu'on va trouver de tout à fait extraordinaire dans le bouquin de Deloire et Dubois, c'est pas juste la trilatérale, etc. Parce qu'il n'y a pas que ça, justement. S'il n'y avait que ça, mais il y a tout le reste, il y a toutes les institutions bruxelloises. Et en fait, moi, je le vois, en anthropologue, comme la description d'un milieu, et d'un milieu dans lequel ont émergé, se sont développés et s'épanouissent où s'épanouit un complot pour la subversion de la démocratie. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ma question, c'était juste à partir... Ah non, mais c'est très, très intéressant. Mais la question, c'était simplement, vous voyez, la trajectoire de ce genre d'histoire, c'est-à-dire la réalité de ce genre de groupe, l'existence de ce genre de complot, quand ça passe d'Internet à un bouquin édité chez Albin Michel par un journaliste reconnu, renommé, etc. Enfin, est-ce que vous prêtez attention à ce genre de trajectoire En fait, c'est ce dont je parlais. J'étais en train de dire qu'avant, l'existence de ces petits groupes, etc., semblait n'avoir aucune importance. Ça semblait être des lubies complotistes, et en fait, sans exagérer l'importance, et surtout sans s'imaginer que c'est le cœur et la seule chose. Il ne s'agit pas... le complotisme, c'est croire que ces choses sont des instances de décision, alors qu'en fait, ce qui est décrit chez Deloire et Dubois, si je les lis correctement, c'est des milieux de discussion, de concertation et des espèces de nœuds, de centres nerveux dans des réseaux de diffusion de systèmes d'idées. C'est tout à fait... il faut avoir une lecture gramscienne de ces choses. Ok. Alors, juste pour finir sur ce que vous regardez ou pas sur Internet, vous avez dit, j'ai regardé, je ne sais plus dans quelle interview c'était, mais j'ai regardé les textes de l'UMP, je les ai comparés à ceux du FN, etc., etc. Vous lisez les programmes des partis? Est-ce que vous avez lu celui du FN? Ah ouais? Parfois, pas toujours. On ne peut pas tout lire. Je passe plus de temps si je vais sur Internet. Là, vous évoquez une recherche sur Internet. Donc, j'espère ne pas vous décevoir, mais je vais très souvent sur Wikipédia pour vérifier la biographie de quelqu'un, pour savoir qui est quelqu'un, pour voir quelles sont les idées principales d'un type. Wikipédia
Et pour moi, un instrument de travail, c'est vrai. devenu un instrument de travail. Alors là, dans tous les domaines, même en anthropologie, hein, C'est vrai. même dans mon véritable domaine de compétences. Et C'est- c'est bien fait, enfin les fiches que vous... Dans l'ensemble, c'est largement au niveau de ce qu'on pourrait trouver Ouais. ailleurs, et c'est à jour, et c'est plus vaste. Non, vraiment. Vous très avez bien regardé sympa. la vôtre de fiche Wikipédia? Ah, moi, je la connais par cœur. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai vu qu'ils avaient adjoint mon fils aîné dedans. Ah oui, bah oui, Voilà. ça y est, d'accord. Voilà. D'accord. Mais et ben alors, sans Mais- ça, ce que je vais aller surtout chercher. Donc, en fait, Internet est un instrument de recherche permanent. Une fois, j'ai trouvé sur Internet, j'avais un problème avec un recensement assyrien, je ne Mhm. sais plus, peut-être du 7e ou 8e siècle, avant l'ère commune. Et donc, j'avais un problème de savoir comment un terme avait été traduit. Euh, C'était traduit en anglais, et j'avais appris qu'il y avait. Bon, il fallait que j'aille, que je trouve, et en fait, j'ai téléchargé la traduction anglaise de ce recensement assyrien directement de chez moi. Ce qu'on trouve maintenant sur Internet est stupéfiant. Je n'ai même pas eu à aller en bibliothèque. J'aurais D'accord. pas été embêté les gens de la bibliothèque d'Assyriologie du Collège de France pour une fois. Voilà, donc Internet, c'est ça. Et alors, pour l'actualité, bon, je vais très souvent aller chercher des statistiques. Donc, quand ça Ok. commence à chauffer en termes sur certains paramètres, je vais sur le Bureau of Economic Analysis, truc américain, des choses comme ça. Comme tout le D'accord. monde. Oui, Non bah oui. Non, pas. Pas tout le monde. Mais ok. Et la presse allemande. De temps en temps, je Ouais. vais voir, mais je lis Vous pas lisez? l'allemand. Ah ouais. Mais de temps en temps, j'y vais, rarement, hein. Mais de temps en temps, j'y vais pour voir ce qu'ils ont en première page, pour voir ce qui les thèmes qui les intéressent. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et Donc ben, je vais regarder la phase, la phase essentiellement. D'accord. Puis, non, je vais pas sur le site anglais du Spiegel. Je sais pas Ok. pourquoi on m'a dit qu'il fallait que j'y aille, mais j'y suis pas encore allé. Voilà. Non, j'en sais rien, j'y vais pas. Mais non, parce que vous parliez du patronat allemand, vous disiez. Oui, bah, c'est la phase, ça. Ah bon? Bah là, je veux dire, l'endroit où on veut être au plus proche de l'opinion du patronat allemand, C'est le- il faut aller sur la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Voilà. D'accord. Mais vous arrivez à le dire quand même, Frankfurt. C'est pas mal. Ah oui, mais On y je arrive peux même prononcer une ou deux phrases en allemand Pas mal. convaincantes. Je veux dire, D'accord. je peux pas, Je je vous peux pas demanderai promettre de les comprendre. Mais Je vous demanderai pas. Non, mais vous disiez le patronat allemand est contre la sortie de l'euro, soutient l'euro, etc., etc. Et je me demandais où est-ce que vous aviez lu ça. Et moi, je l'ai lu sur le blog de Quatremer, par exemple, Ah. où il faisait tout un papier sur une grande tribune signée par à la fois les patrons français et les patrons allemands. Non, je de l'ai pas lu. soutien Je l'ai pas lu. D'accord. Je l'ai déduit des événements. Ah, ok. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que il y a eu toutes sortes de moments, même dans les dernières années, où on aurait attendu de l'Allemagne une rupture. C'est-à-dire, l'Allemagne a eu plein d'occasions, en fait, de rupture, puisque tous les pactes ont été violés, Trichet a fait n'importe quoi. Donc, en fait, l'Allemagne. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que dans certaines directions, les Allemands en acceptaient beaucoup plus qu'on ne l'admettait. Et en fait, de ça, j'ai déduit que l'attitude fondamentale que le patronat allemand avait pris conscience, ce qui d'ailleurs est complètement logique. Il ne faut pas être un aigle pour comprendre que la destruction de l'euro mettrait l'industrie allemande au tapis. Il ne faut pas être un aigle. Voilà. Et donc, comme à un certain moment, quand j'ai vu certains types de proclamations de nous allons sortir de l'euro, nous allons sortir de l'euro, moins fréquentes et sans doute un peu moins vigoureuses, je me suis dit, ça y est, ils ont compris, maintenant ils sont terrorisés, on les tient, on peut leur imposer ce qu'on veut. J'ai pas besoin de... Vous n'avez pas vu cette tribune? Non, d'accord, ok. non. Donc par déduction, alors que moi, pauvre simple mortel, j'ai besoin de voir le... Ah ouais, mais moi, mon métier, c'est prophète certifié. Oui, c'est vrai, c'est ça. D'accord. Bon, alors, voyons, maintenant... Alors, non, quand même. Ouais. Je veux dire, c'est une très bonne question. C'est que pour comprendre le présent, en fait, l'idée... Je suis fils d'un très grand journaliste, donc j'ai un immense respect pour la profession de journaliste. La question n'est pas là. Moi, ma façon de travailler, c'est de penser qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'instant juste avec les nouvelles de l'instant. Et on ne peut pas non plus les comprendre avec les nouvelles de l'instant, plus le dossier qui est remonté de la Doc du Monde où il n'y a que des articles du Monde.
Hein, voilà, donc qu'il faut à la fois des connaissances dans la longue durée et puis des modèles interprétatifs, je veux dire, qui existent, qui ont leur logique et qui permettent de cadrer les informations qu'on a. Pour moi, l'information n'existe pas en elle-même, ou elle existe tout à fait en elle-même, mais elle prend son sens par rapport à une certaine connaissance de l'histoire et à un modèle implicite que j'ai dans la tête de fonctionnement de la société, de l'économie. Hein, vous voyez, c'est une grille de lecture. Une grille de lecture. Donc, l'information. Donc, pour moi, la façon de m'informer, c'est effectivement de glaner ce qu'il faut comme information fondamentale, comme tout le monde, et il en faut. Hein, et puis, mais par ailleurs, je dirais de se maintenir à niveau dans l'interprétation générale. Donc, par exemple, un exemple. Vous arrivez ce matin et je ne fais pas semblant. On est en train de rentrer dans le deuxième moment d'une dépression mondiale. D'accord ? Donc, je veux dire, quel était mon réflexe ? Évidemment, je surveille un peu les indicateurs économiques et ces trucs-là, mais c'est un truc extrêmement complexe. Une crise, il y a des facteurs économiques, des facteurs sociaux, des facteurs politiques, il y a des réactions irrationnelles, il y a des modèles. Et donc, je me suis dit, quand même, comme on est de plus en plus, il y a de plus en plus de références aux années 30 et à la crise de 29, ça serait bien que je me remette à niveau sur la crise de 29. Donc, je me suis commandé l'ouvrage classique sur le sujet, dans lequel je suis plongé, qui est le bouquin de Kindleberger, voilà, donc voilà. Qui est raturé. Voilà. Et donc, The World in Depression, 1929-1939. Et donc, je lis ça et en fait, c'est tout à fait intéressant parce que à mesure que j'avance dans la lecture de ce bouquin, c'est comme si la mise en miroir de ce qui se passe maintenant et de la crise de 29, qui a duré en fait une décennie, qui n'a été achevée que par la guerre, ça ne donne pas des réponses, mais ça donne les bonnes questions. Donc, par exemple, je veux dire, le bouquin de Kindleberger est très attentif aux effets que tous les effets d'équilibrage par symétrie de la théorie économique peuvent être empêchés parce qu'il y a des éléments qui créent de l'asymétrie. Donc, vous voyez, je ne vous en pas dans les détails. Mais là, ça se dit, c'est très intéressant, parce que là, l'élément asymétrique, c'est le comportement commercial de la Chine, qui ne joue pas le jeu, qui maintient le yuan à un mauvais niveau. L'élément asymétrique. L'une des grandes questions qui est posée par Kindleberger, c'est est-ce que tout le monde, ou la majorité des gens, pensent que l'épicentre, le lieu unique causal de la crise, c'est les États-Unis. Mais je n'ai pas fini le livre. Pour moi, le suspense est intolérable au stade actuel. Mais ça vous... Voilà. Et donc, dedans, je vais trouver... Non, mais peut-être je vais changer d'avis en cours de lecture. Hein, je vous donne ça, je suis en cours de lecture. Et donc, il y a cette idée que l'Europe aussi a été très largement responsable de la crise. Mais je veux dire, c'est tout à fait capital, puisque on est parti aussi, dans la crise actuelle, d'un moment américain de la crise. Hein, et puis maintenant, on est dans un moment européen de la crise, avec l'Europe qui se lance dans des politiques déflationnistes tout à fait extraordinaires. Et donc là, je viens de passer la déflation Bruning, dont j'avais entendu parler quand j'étais à l'école, vous aussi sans doute. Moi, j'en ai entendu parler à la télé, c'était Sapir qui disait que c'était Bruning qui avait amené Hitler au pouvoir et non pas... Oui, bien sûr, absolument, mais ça, tout à fait. Mais au-delà de ça, je veux dire, l'effet déflationniste obtenu sur l'économie allemande, qui était l'économie européenne la plus importante, je veux dire, a un rôle dans la crise mondiale, pas juste sur l'histoire politique de l'Allemagne. Vous voyez ? C'est ce qu'il disait, c'était que c'était la déflation et non pas l'hyperinflation qui avait amené Hitler au pouvoir. Et puis l'un des trucs qui m'intéressait, c'est de voir que en fait, les Français des années 20, en termes de politique économique, de sous-évaluation du franc, étaient plus malins que je ne pensais. Et que les tentatives déflationnistes, la déflation Laval, c'était après Bruning. Donc tout ça est plein de
Je sens que je vais sortir de ce livre avec un cerveau rénové. Je vois ça, mais n'empêche que là, vous avez déjà, l'autre fois, vous étiez face à Wauquiez sur France 3, là, Ce soir ou jamais, et vous lui expliquiez doctement que c'était les politiques d'austérité menées dans ces années-là qui avaient conduit... Oui, mais là, je parlais d'autre chose. Ça, je le sais. Là, je parlais de la, comment dire, la mise en évidence du rôle spécifique de l'Europe et de l'Allemagne dans le déclenchement, ou dans le véritable gravité de la crise de 29. C'est autre chose. D'accord. Et alors, je vois aussi ça, là, que je vais vous demander de traduire. Alors, c'est les Juifs européens à l'époque du mercantilisme, 1550-1750. Qui est aussi bien raturé, oui, enfin, bien souligné, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Ça n'a pas de rapport direct, je dirais, avec la crise. Avec la crise actuelle. Donc ça c'est a pas un rapport juif, avec mon... N'importe quoi. Non. Oh putain. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Que dirait vous entendre mon ancêtre Simon Lévy, grand rabbin de Bordeaux? Oui, c'est vrai. Faut pas se foutre du monde. D'accord. Pourquoi est-ce que vous lisez? Pourquoi je lis ça? Je lis ça parce que mon métier, c'est pas de commenter la politique. Mon métier, c'est d'écrire des livres d'interprétation historique. Et que c'est plusieurs choses. Je lis un peu au hasard. Je pense qu'un jour, peut-être j'aimerais écrire quelque chose sur le sens de l'histoire juive. Donc en Bretagne, j'ai toute une bibliothèque avec des tonnes de livres sur l'histoire juive, dont le livre de cet ancêtre, Moïse, Jésus et Mahomet, publié au XIXe siècle. Et voilà. Mais par contre, c'est pas... Alors, si on lit, ça prend du temps de lire un livre comme ça. Mais en fait, comment dire, je pense que ça fait du bien au cerveau de se remettre dans une longue durée, de travailler à côté. C'est ce que j'appelle intellectuellement une démarche en crabe. C'est-à-dire, je pense que c'est en sortant de sa discipline, en sortant de ce qui est immédiatement nécessaire, je veux dire qu'on va trouver des trucs, et là-dedans, je trouve des choses. Le mercantilisme, c'est le rapport de l'État à l'économie. C'est lié, ce qui ne m'était pas vraiment venu à l'idée directement aussi clairement, c'est lié à l'épuisement des conflits religieux dans l'Europe d'après la Réforme protestante, la montée d'un État absolutiste, dans la mesure... Ça a des rapports, là on est dans une phase de vide de croyance, et contrairement à ce qu'on pense, on n'est plus à l'âge du libéralisme ou de l'ultralibéralisme. On est dans un âge de remontée de l'État, donc ça fait réfléchir à des trucs. Je suis retombé là-dedans, de trouver des trucs sur l'antisémitisme de Luther. C'est rempli de trucs, mais ça n'a pas de rapport direct, et ça permet de ne pas s'être enfermé. Je pense que les idées, on les a jamais tout seuls, mais il faut, pour penser de travers, il faut marcher de travers, et il faut lire de travers. Voilà. C'est super. Ça vous va? Ah ouais, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Et juste là, alors ensuite, que vous avez, quand je serai sorti du mercantilisme, ça j'ai fini. Pardon. Ah oui, ça c'est fini. Ok. Ouais. En plus, c'est très émouvant parce que j'ai découvert, moi dans la famille, ma famille, c'est la mythologie de la famille, en fait, c'est qu'on sort du ghetto de Metz, et j'ai vu que Metz était une ville très importante dans l'histoire du judaïsme, donc je suis très content et très fier. Voilà, c'est poétique l'histoire, il y a une dimension poétique. Et bon, voilà. Pardon, j'ai honte, je ne savais même pas qu'il y avait un ghetto à Metz. Voilà, voilà. Et donc, mon livre prochain, c'est un livre, je pense, dont on va... qui va devenir de plus en plus important. C'est un livre de David Graeber, qui est anthropologue, qui a d'ailleurs été viré de je ne sais plus quelle université, des grandes universités américaines, pour hétérodoxie. Et donc, c'est sur dette. Donc, c'est la dette, les 5000 dernières années. et donc, c'est une... mais ça m'a été recommandé, je l'avais acheté. Ah oui, oui, ça va être... pardon, juste qui vous recommande? Non, alors ça honnêtement, je ne sais plus. Ça, c'est un machin...
j'avais vu une allusion à ça, ou peut-être un article de ce mec, dans l'un des journaux anglais que je lis. D'accord. Non, mais les journaux anglais sont très... Non, mais attention, moi j'ai été formé à la recherche en Angleterre, et donc j'ai plus de facilité à m'orienter en termes de recherche dans le monde anglo-saxon qu'en France. Voilà. Et donc ça, j'ai dû le trouver dans sans doute dans un article du Guardian, ou un truc comme ça. Donc je suis maintenant, ça va très vite, car je dois le dire, je ne voudrais pas encourager les activités monopolistes, mais commander un livre sur Amazon sans bouger de chez soi, c'est très rapide. Donc je me chauffe sur... Je vois le... Non mais voyez, non mais quand même, je veux dire, tout dans la période n'est pas régression pour un chercheur. Ah bah non, donc, j'imagine. vous avez un doute, vous allez sur Wikipédia, vous avez les éléments essentiels, vous lisez des articles sur la presse, dans la presse anglaise ça va très vite, vous allez voir le titre sur Amazon, vous le commandez sans bouger de chez vous, il arrive, bon ça c'est 2 semaines peut-être, dans votre boîte à lettres. J'avais perdu le bouquin de mon copain Chenet que j'avais moi-même fait prendre, commandé l'histoire de la violence chez Lafon. Je l'avais perdu, je l'ai eu en 3 jours en commandant sur Amazon, etc. Okay, donc ça, c'est très... Voilà. Alors ce truc-là, c'est un livre c'est une histoire de la dette, mais en commençant à la Mésopotamie, je crois. Et donc, bien entendu, ça, c'est une question qui m'était venue en regardant, osons le dire, Ce soir ou jamais. Et où j'avais vu un type... Est-ce que vous le regardez quand vous n'y êtes pas? Ben là, j'avais... Non, peut-être... Peut-être que vous y étiez, vous l'avez entendu. Mais bref, je ne sais plus, je ne sais plus. D'accord. J'y vais tellement que je ne sais plus. Voilà. Mais il y avait un mec dont j'ai déjà oublié le nom, parce qu'en plus, faire de la recherche avec un Alzheimer commençant, c'est pas gagné. Hein. Donc il y a toujours je suis sûr, c'est comme une course à handicap. Hein. Bon. Et il y avait un mec qui avait dit, c'était très spectaculaire, qui parlait de Solon, et de l'établissement de la démocratie athénienne, comme le premier geste, c'était... le défaut sur la dette, la liquidation des dettes. Et donc je me suis dit, mais putain, bon sang, mais c'est bien sûr l'acte fondateur de la démocratie, c'est la répudiation de la dette. Alors, je me suis dit, la dette, problème. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est un immense problème historique. Puis je découvre que j'ai juste 10 ans de retard, et qu'il y a un anthropologue dont je ne sais pas s'il est génial, mais je l'espère, qui a écrit un livre complet. Donc je l'ai commandé, je vais le lire, et je suis follement excité. Ouais. Non, mais vous savez, la recherche, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire le manque d'enthousiasme que j'ai à regarder le grand journal de Canal+, est compensé par une excitation. L'idée que je vais enfin savoir des trucs... D'accord. Que vous allez du coup après pouvoir ressortir vous-même ce soir ou jamais. Non, en fait, c'est pas. Non, je pense pas qu'on puisse en faire la recherche. Le plaisir d'apprendre pour soi-même est premier. Genre, on ne lit pas, on peut pas lire comme ça dans la durée, juste pour frimer. Non, je ne vous ai pas accusé de frimer. Si, vous m'avez dit, votre réflexe, c'est de dire, oh putain, vous allez chercher des trucs déments, pour frimer. Si, c'est un peu... Vous allez en faire profiter non, là, en l'occurrence, c'est moi que je vais en profiter. D'accord. Et apprendre. Mais l'histoire, moi, je suis historien de métier. Enfin, j'ai fait beaucoup d'anthropologie aussi. Mais... quoique pas d'anthropologie de terrain, mais il y a un truc, je veux dire, l'histoire est une discipline incroyable parce que on peut toujours apprendre, découvrir des trucs, et puis Skidelsky, qui est un historien à l'origine, c'est le type qui a fait la grande biographie de Keynes, en 3 volumes. J'ai filé un de mes enfants, donc je l'ai plus ici. Il disait très justement qu'on lui demandait si ça avait été difficile pour lui, qui était historien, d'avoir fait la biographie de Keynes, parce que Keynes était économiste. Donc il a vu cette phrase superbe, et il disait non, pas du tout, je pense qu'on arrivera toujours à apprendre l'économie à un historien. Ce qu'on n'arrivera jamais à faire, c'est apprendre l'histoire à un économiste. Et dans un... Vous voyez, c'est ça. Donc en fait, il faut lire de l'histoire, ça comprend. On devient la totalité de la vie. Et donc, on sort de cette espèce de machinerie économico-monétaire qu'il faut comprendre aussi. Et les derniers bouquins d'éco que vous avez lus, c'était quoi? D'économie? Ouais.
L'économie en quel sens? Kindleberger, c'est un livre d'économie. Hein. C'est d'économie pure, hein, ça. Histoire économique, mais pure. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je sais pas, français que je pourrais connaître. le bouquin qui m'a marqué, c'est un bouquin qui est traduit en français, dont j'ai déjà acheté 5 exemplaires pour des enfants, copains ou autres. C'est le bouquin de James Galbraith, qui est le fils de John Kenneth Galbraith, qui s'appelle en français L'État prédateur, et qui est au seuil. Et c'est là que j'ai vu la première formalisation de l'idée qu'on n'était plus à l'âge de l'ultralibéralisme, mais que la bonne problématique, c'était la problématique de qui contrôle et comment utiliser l'État par les gens qui ont déjà trop d'argent. Voilà, donc ça c'est un économiste. Ça vient de là? Moi c'est là. J'ai dû lire après le règlement des crises financières et j'étais un peu troublé de voir comment dire, l'État distribuant de l'argent aux banques. Enfin, ça m'avait un peu troublé, quoi. Le keynésianisme par en haut m'avait un peu troublé. Mais c'est toujours plus sûr de lire un livre savant et compétent. D'accord. Et vous allez à la librairie des fois, vous prenez des trucs au hasard Oui, et puis il m'arrive d'aller dans le quartier, je vais à l'Arbre à Lettres, je crois que c'est rue Boulard, dont le rayon sciences humaines est très très bien fait. Oui, je vais dans les librairies, il m'arrive d'aller à la FNAC. Je vais à la Une, ou l'autre librairie sur le Boulevard Saint-Germain. Je reconnais que je suis de mon quartier. Hein. D'accord. Bon, voilà, oui, tout à fait. J'achète des livres. De toute façon, j'achète des livres en avance, plus que je ne peux en lire. Donc j'ai des piles de livres. Je vis dans un monde de lecture en retard. D'accord. Et ça, j'ai acheté, je ne sais pas, il y a 6 mois. Non, mais en fait, je vous demandais ça, c'était pour voir quels étaient vos prescripteurs. Enfin, si parfois vous arriviez à sortir d'un cercle de prescripteurs qui est soit vos amis, soit les recensions des journaux que vous lisez, ou voilà, un livre au pif, comme ça, vous regardez la 4e de couverture, vous trouvez ça sympa, et puis vous l'achetez. Ah oui, ah ouais ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, absolument. Enfin, si c'est un livre qui est très souvent, il y a beaucoup de traductions de l'anglais quand même en histoire. Donc si je vois que c'est un livre traduit de l'anglais, ensuite j'irai chercher les versions anglaises parce que c'est quand même plus commode. Voilà. Absolument. Mais cela dit, l'histoire du prescripteur, quand on est chercheur, on vit dans un monde de prescription. On ne travaille pas tout seul. Je suis encore dépendant, pour ma façon de penser, de ce qu'on m'a appris à Cambridge au début des années 70. Vous voyez, donc je suis sous prescription en permanence. Voilà. D'accord. Hein? Ok, très bien. Voilà. Bon, merci, c'est bon. Va ouais, c'était super. Ouais. C'était vraiment très intéressant. Vraiment. Je sais pas, est-ce que j'ai oublié des trucs Non, la télé. J'ai oublié de parler. Dans mon programme de lecture, j'ai oublié de. De quoi Si, c'est pas. Alors hein? Allez-y. J'y vais. Ouais. Donc, et ensuite, alors oui, en partie de mon. Ah non, je peux vous montrer d'autres livres que j'ai lus récemment. Ah oui, non, je suis très. Attendez. Voilà. Alors. C'est un vieux bouquin, ça. Non, oui, oui, bien sûr. Voilà. Oh là là. Voilà. Alors ça. Alors, donc, je veux dire, pour continuer sur les lectures. Non, mais attention. Non, je veux dire, je vais vous faire le topo. Attends. Il faut juste. Oh là là, je vais les abîmer. Voilà. Non, mais vous savez ce que c'est, ça? Vous voulez dire qui est ce monsieur? Oui, non, mais l'exemplaire, c'est l'exemplaire qui vient de mon grand-père Paul Nizan. Ah! Oh là là! Voilà. Et en fait, donc j'ai traversé, voyant renaître le capitalisme fou qu'avait décrit Marx. Ce capitalisme fou n'existait pas quand j'étais jeune. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la recherche, donc moi je suis de 51, donc je commence à lire des livres, mettons, à haute dose au début des années 70. Hein. Et donc je lis du Marx, les textes historiques de Marx, les livres de classe en France, très bien, c'est resté mon livre de chevet pratiquement.
et je l'ai relu avant d'écrire Après la démocratie. Mais par contre, tout ce qui était économie politique marxiste me paraissait absurde. J'avais acheté le tome 1 du Capital dans l'édition des éditions sociales. Je l'avais ouvert, je me suis dit, ce truc sur la valeur, je me suis dit, mais c'est de la métaphysique, ce truc, ça n'a aucun sens. Et je n'avais pas lu. Et là, comment dire, comme maintenant on est confronté, de nouveau, on a des espèces de capitalistes financiers déments, à la recherche de taux de profit élevés, qui sont un peu comme dans des hamsters dans leur roue, en fait. Hein, vous voyez? Je veux dire, où se mêlent... je me suis dit, non, peut-être quand même, je devrais lire le marxisme, c'est peut-être pas mal pour ça. Et donc, alors, mon projet ultime, c'est de lire Le Capital. Bon, je m'étais dit que j'allais le faire dans l'édition de mon grand-père, Nizan. On entend bien que certaines pages n'étaient pas coupées quand même dans le livre, parce qu'il ne faut pas déconner. Puis un copain, Bernard Vasseur, qui a fait les discours de Georges Marchais, puis Robert Hue, m'a assuré que ça n'était pas la bonne édition. Donc je pense que je lirai dans une autre édition. Mais j'ai commencé à relire des textes marxistes. Un très beau truc sur la crise actuelle d'un trotskiste anglais qui est mort récemment. Donc voilà, donc en fait j'ai tout un projet de lecture. Vous n'avez pas encore lu Le Capital? Non, bien sûr que non. C'est vrai? Évidemment. C'est dingue. Pourquoi vous dites c'est dingue? Bah, je sais pas. Combien de personnes ont lu Le Capital en France? J'ai l'impression que tous les mecs qui parlent à la télé l'ont lu. Vous rigolez. si je vous dis que Nizan a laissé quelques pages pas coupées. Non, arrêtez. Tout le monde fait semblant. Nizan ne parlait pas à la télé tout le temps. Voilà, alors pour ce qui est de la démarche en crabe... Hein? Non, mais allez-y, la démarche en crabe. Voilà, et donc... ça, c'est un bouquin de Cardinaire. Donc, c'est un psychanalyste, psychiatre. Le livre date de 1939, en fait. Qui s'est intéressé à l'anthropologie et qui a travaillé en collaboration avec un anthropologue nommé Linton. C'est un bouquin, c'est une analyse comparative des cultures. Il y a cette culture, mais la comparaison la plus importante est entre ce qu'il appelle culture occidentale et la culture des îles Marquises. Une culture qui, à l'époque, était à très haut niveau de répression sexuelle, et celle des Marquises, qui était à un niveau de répression sexuelle minimale, si on peut dire, mais avec toutes sortes d'autres problèmes. Je ne rentre pas dans les détails, ça serait trop long. Mais c'est très intéressant parce que on est passé 1939, on était... Bon, là, des trucs sur lesquels il faut travailler, c'est l'évolution des mœurs, c'est l'évolution économique. Pourquoi est-ce que la révolution... Si vous résumez brutalement, c'est pourquoi est-ce que les espoirs de liberté de la fin des années 60 ont débouché sur une société d'oppression et de destruction de l'État social, d'argent fou, etc. Et en gros, la question pour un mec de ma génération... qui certes ne va pas en boîte de nuit, mais qui approuve les gens qui y vont sans personnellement s'intéresser à la chose. Pourquoi est-ce que la libération sexuelle n'a pas mené à la Cité du Soleil? D'accord, on peut formuler comme ça à l'époque. Voilà. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a nos sociétés en état de répression sexuelle, confrontées à une société, la société des îles Marquises, qui est en état de... pour dire les choses, c'était une société polyandrique. C'est-à-dire une femme, plusieurs maris. Voilà. Oui, on dit chouette. Alors, la raison pour laquelle il y avait une femme, plusieurs maris, c'est parce que, comment dire, il y avait sans doute, on n'est pas sûr, mais infanticide d'une partie des bébés de sexe féminin. Il n'y avait pas assez de femmes. Donc, voilà. D'accord. Mais c'était... Mais avec... Ensuite, un état de liberté sexuelle absolue. Donc la grande obsession de l'Europe de l'époque, c'était la masturbation, qui était censée rendre fou. Je veux dire, et là, aux Marquises, dès qu'un gosse braillait, on le masturbait pour être tranquille. Vous voyez, c'est un autre esprit. Et ce qui est très, très intéressant, alors je ne dis pas que maintenant, quand les gosses braillent, on est passé en état de liberté des mœurs, et les gens n'ont pas l'air de se sentir tellement mieux. Et ce qui est intéressant dans l'analyse de Cardinaire, qui n'a aucun rapport, qui est avant... Ce qu'on va trouver dedans, c'est les gens des Marquises n'ont pas l'air de se sentir tellement bien. Ils n'ont pas l'air de se sentir tellement bien. C'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont...
je veux dire, il y a une vision complètement... En termes de statut social, le statut social des femmes est très élevé. D'ailleurs, elles peuvent hériter plutôt qu'un homme. Mais chez les hommes, il y a une sorte de ressentiment contre les femmes. Ils font des rêves remplis d'ogresse cannibales. Cardinaire note avec un certain humour que, en vérité, c'est les hommes qui sont cannibales dans cette société, réellement. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir de façon complètement décalée sur le malaise des sociétés sexuellement libérées. Voilà, c'est ce que j'appelle la démarche en crabe. Et est-ce qu'on sait quelque Maintenant, chose ça m'a amené à aucune conclusion. D'accord. Je m'attendais à voir la Vierge tout d'un coup. Non. Pas du tout. Ok, Pas du tout. Bon, tant pis. Mais est-ce qu'il dit quelque chose sur le système économique des îles Marquises? Non. Oui, tout à fait. Il parle de... Oui, il parle de la façon dont... en gros, en plus, c'est des très bel artisanat, système agricole qui est un peu sous tension. En gros, ça va, mais il y a des périodes de famine et il y a une obsession de la nourriture qui n'est pas sans rapport avec le cannibalisme, d'ailleurs. Je pensais qu'il faisait un lien entre libération sexuelle et libération économique. Non, c'est toujours pareil. On ne va pas trouver dans un livre, on va jamais trouver la bonne interprétation. Si on la trouvait, ça serait plus la peine de travailler. Mais on va trouver... Non, mais il y a aussi des choses dans Houellebecq, extension du domaine de la lutte, sur les rapports entre... J'ai horreur de Houellebecq, vraiment, voilà. Mais il y a cette idée que la liberté de mœurs a plutôt mené à un affrontement généralisé de compétition sur le terrain sexuel. Mais lire de Houellebecq, vous voyez, donc c'est... voilà, il faut lire de travers. Okay. Faut lire de travers. Bon. Donc il faut se tenir au courant. Mais il ne faut pas être prisonnier de l'information quotidienne. Très bien, merci, c'est une belle conclusion. Voilà, par exemple. Merci. Je suis désolé, mais vous me faites trop marrer. Non, c'est vous qui faites marrer, rigoler ou quoi? Non, c'était vachement bien de finir sur la sexualité des habitants des îles Marquises. Je ne peux pas rêver mieux.